quand il est parti, il a fait une sorte de déplacement et en même temps d'acclimatation urbaine, comme l'appelle. Rurale et urbaine. Urbaine, comme l'appelle Mostafa al-Sharaf. Il vivait dans une grande ville, dans une grande métropole, sans moyens, sans possibilité de se citadiniser. Il est resté urbain. Et c'est ce qui l'a sauvé d'une certaine manière, parce qu'il a gardé cette culture paysanne, cette attache. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi la transition de la ruralité à l'urbanité. Il n'a pas été absorbé. Je vais donner deux exemples de gens qui n'ont pas intégré la modernité. Non, il n'a pas intégré la citadinité, c'est différent. On a deux exemples de gens qui ont été totalement absorbés par la citadinité. On a Ali al-Hammami, oui, qui est originaire de Miliana, je crois, dont les parents se sont déplacés, où ils ont été exilés par les Français en Orient. Je crois qu'ils ont été exilés en Syrie. Ali al-Hammami a vécu un peu en Égypte. Non, c'est un cas extraordinaire. L'étude de Ali al-Hammami, le profil, d'ailleurs j'invite les internautes, les amis de Respublica 2, à se référer à son ouvrage, donc son roman extraordinaire Idriss, et particulièrement aux travaux écrits sur Ali al-Hammami, les uniques publications sur Ali al-Hammami écrites par Ammar Belkhouja. Ammar Belkhouja et Ammar Belkhouja, le chroniqueur, journaliste et historien qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans le quotidien Moujahid et qui est devenu par la suite chercheur historien, qui s'est spécialisé dans l'histoire des villes, particulièrement Tiaret, et qui a écrit des livres extraordinaires et particulièrement sur Ali al-Hammami, qui reste un livre de référence. Absolument. Pardon. Le deuxième cas, c'est Malcolm Ali, qui a séjourné en Égypte, effectivement, qui s'est beaucoup rapproché. Qui a connu l'Occident et l'Orient. Qui a connu l'Occident et l'Orient et qui a choisi l'Orient. C'est son droit le plus absolu. Et tu me diras que Ali al-Hammami était d'une petite ville, Miliana, ou dans la région de Miliana. Par contre, Ben Nabi est de Constantine. Il est né à Constantine, je crois. À Tébessa. Il est de Tébessa. Il est né à Tébessa. En 1905. Il est né à Tébessa en 1905, scolarisé à Constantine, et c'est comme ça qu'il a commencé à connaître, etc. Il a commencé à travailler à Afflou dans la ville. De la Guadeloupe, il est parti en France pour faire des études d'ingénieur en électricité. Et c'est comme ça qu'il a commencé à connaître. Exactement. Voilà. Disons que le séjour de Ben Nabi à Constantine est une cité. Dans les années où il était, lui, c'était pas une cité ruralisée, comme elle allait le devenir à partir de l'indépendance. Effectivement. Très juste. C'était une véritable cité avec une culture citadine. Alors, est-ce qu'il a été acclimaté à la citadinité? C'est très possible. Et cette citadinité lui a permis par la suite de parfaire sa citadinité une fois ayant vécu en Égypte où la vie s'est... Et d'abord en France. D'abord en France. Bien entendu, je ne sais pas. Je ne connais pas très bien son parcours. Il est extraordinaire aussi. C'est un parcours extraordinaire. Revenons à Boumediene. Donc, ces passages-là de cette urbanité. Il va rester dans une sorte de culture de l'urbanité en Égypte qui va être confortée d'une certaine manière, y compris en Tunisie. Parce qu'en Tunisie, c'est un homme qui n'a pas une grande vie publique. On ne le voit pas. Il était à la marge aussi. Il était à la marge, il était totalement. Cette élite-là, elle était à la marge. Il était à la marge, il était plus souvent dans les casernes et dans les cantonnements que dans la ville de Tunis, qui est une ville... N'oublions pas qu'il était à l'époque sous le bey de Tunisie, avec un homme aussi moderne, aussi ouvert sur le monde que Bourguiba comme Premier ministre. Bien sûr. Donc ils étaient plutôt à la marge, ils n'étaient pas dans les... Non, il arrive en Tunisie à l'indépendance. Oui. Il arrive à l'indépendance, c'est sous Bourguiba. Oui, c'est sous Bourguiba. Et Tunis, dans les années 50, est une cité. Elle n'est pas... Et je pense que c'est celle qui a le moins évolué vers la cité urbaine. Elle reste quand même une cité parce qu'il y a une tradition très ancienne et le phénomène de l'exode rural n'a pas beaucoup joué en Tunisie. Il n'y a pas eu de mouvement d'industrialisation et de manufacturisation qui a attiré les populations vers les villes. C'est donc en Algérie, une fois qu'il arrive,
Et il arrive, quand on le voit, on voit les photos de son c'est terrible. C'est terrible, c'est vraiment un paysan. Il n'incarnait même pas, en fait, lorsqu'on analyse un petit peu le profil à travers l'image, il n'incarnait même pas le profil du militaire que nous connaissons des Algériens baroudeurs, etc. Il n'incarne même pas le militaire, encore moins à l'indépendance nationale en 62, un ministre de la Défense. Lorsqu'on le voit accéder à l'Assemblée, les images sont là, vous pouvez les trouver sur Internet. On dirait que c'est qui ce monsieur complètement chétif, complètement fatigué, petit de taille, etc. Même dans sa tenue vestimentaire, il ne renvoyait pas, par exemple, à une certaine culture de niveau intellectuel, comme par exemple physiquement, comme Bachir Boumaza ou comme Mohamed Sadr Ben Yahya. Donc la taille, non, Aït Ahmed était de grande taille, etc. Mais par contre, Boumedi n'était pas grande taille, etc. Voilà, grosso modo, ça explique un petit peu cette rupture à partir, à mon avis, des années 70. C'est ça, c'est possible. Alors, il y a un concept intéressant en psychiatrie. Ce n'est pas parce qu'il y a la folie, pas du tout. En psychiatrie fanonienne. Un concept que Fanon emprunte à une psychiatre qui s'appelle Germaine Gex. Ce concept s'appelle le syndrome de l'abandonnique. De l'abandonnique. Celui qui se sent abandonné. C'est-à-dire qu'il n'a pas de repère, qu'il n'a pas de traçabilité dans la société, qui n'a personne sur qui compter. C'est l'image que semble donner Boumediene, et cette image va faire qu'il va s'investir dans l'État comme étant le père fondateur de l'État. C'est ce syndrome de l'abandonné qui va faire de lui pratiquement celui qui va s'investir le plus possible dans la paternité vis-à-vis de l'État. À telle enseigne cela est vrai que ce n'est qu'après sa mort qu'on découvre qu'il avait été marié une première fois. Qu'il a eu un enfant ou deux, je crois, avant d'épouser celle qui allait devenir sa femme, Anissa Boumediene. Il avait été marié une première fois. Les Algériens ne le savaient pas. Et ne le savent toujours pas. C'est-à-dire, il était marié à qui avant? Les Algériens ne le savent pas aussi. Oui, on dit qu'il avait été marié à une paysanne avec laquelle il a eu un fils. Est-ce qu'il s'est marié avant de partir en Égypte? On sait que le mariage était très jeune. Le mariage était... Non, chez les paysans, le mariage est très jeune. Oui, 17-18 ans. Bon, on peut même se marier à 16 ans. Sachant que lui, il est né en 1932. Oui, 1932. Et il est mort en 1978, c'est-à-dire qu'il avait à peine 47 ans. Oui. Parce que lorsqu'on étudie le parcours de Boumediene à travers l'analyse de son âge, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses par rapport à un âge très... En 32, en 52, il avait 20 ans. En 52, c'est-à-dire au moment où pratiquement il a pu aller en Égypte, il avait 20 ans. Si c'était marié à 17 ans, ça veut dire qu'il a dû se marier vers 49, 48. Et ça explique quoi? Supposons que c'est vrai. Ça explique quoi? Ça explique d'abord... On n'a jamais de traces, on n'a jamais lu, ni vu, ni entendu parler de ce type de choses. Rien. Mais en quoi ça peut être utile dans l'analyse du personnage? Ça peut être utile si la chose est avérée. La chose est avérée. Ça peut expliquer cette histoire du syndrome d'abandonnique. C'est-à-dire que c'est l'abandonné qui abandonne. C'est d'abord lui qui abandonne sa famille. Parce que c'est un problème d'abandonner une famille, surtout dans le milieu rural et le milieu paysan. L'homme, ce sont 2 bras qui travaillent, qui font nourrir 4 mouches. Ensuite, arrivé en Égypte où il ne connaît personne, où il aurait vécu pratiquement de la charité des mosquées et de petits boulots, il a à ce moment-là un renforcement du syndrome abandonné parce qu'il est livré à lui-même. Si c'est la question. Maintenant, quand il arrive en Algérie, il arrive dans la guerre de libération nationale, c'est très vite qu'il se compose un statut d'autorité.
c'est un statut compensatoire. Toujours en termes psychanalytiques. Toujours en termes psychanalytiques. Statut compensatoire qui lui fait endosser très tôt le vertige de se poser en père de l'armée. Il se dit le père de l'ANP. Et ensuite en père de l'État algérien. Sachant que c'est l'armée qui a fondé l'État. C'est l'armée qui a fondé l'État. Et en père de la nation parce que dans sa conception, c'est l'État qui a créé la nation. Donc cette histoire du père, ça nous rappelle en quelque sorte, en quelque manière, les thèses de Freud. Les thèses de Freud, bien entendu. Mais aussi cette folie qui a saisi Salah El Hadj à un moment donné, qui se posait véritablement en père de la révolution algérienne. C'est-à-dire on reproduit le même schéma du culte, le culte du père, de la personnalité du père. Donc sur ce, il y a une crise qui éclate et sur une base d'articulation de type économique entre le secteur industriel dit moderne et le secteur agraire dit traditionnel. Et paradoxalement, alors qu'il a fait la promotion du développement de l'industrie, il commence à se poser des questions sur l'industrie. Il commence à se poser ressentir les échecs. À ressentir non seulement les échecs, mais les corruptions, déjà à l'époque, les détournements qui ont lieu à la faveur de contrats, à la faveur du transfert technologique, etc. Il commence à ressentir cet effet très négatif d'une certaine forme de la citadinisation. Il se tourne vers le milieu paysan. Il dit, dans le milieu paysan, je vais avoir au moins la reconnaissance du ventre. La reconnaissance du ventre, c'est de donner aux gens du travail. Leur donner un lieu où ils peuvent mettre leurs enfants. C'est la construction des fameux villages agricoles. Effectivement... Alors, école, village agricole, santé, gratuité des soins, gratuité de l'école... Pour ça, il faut le reconnaître, il apparaît comme étant quelqu'un d'élitaire. Pour ça, il apparaît comme élitaire. Parce qu'il règle les problèmes de la société d'une certaine manière. Et il règle les problèmes de la société la plus démunie. Mais peut-être qu'il pense régler les problèmes de la société tout en créant des problèmes de nature structurelle. Parce que ce qui s'est passé dans les années 70, ce qu'on considérait comme étant des solutions dans les années 70, et qui étaient en fait des solutions à des problèmes que le régime lui-même avait créés dans les années 60, sont devenus l'origine de véritables conflits, de foyers de tension, voire même de violence et de guerre civile dans les années 80 et 90. Tu m'accordes ça au moins? Je suis d'accord avec toi, sauf qu'il faut revenir, il faut placer les choses dans leur temps. Raisonnons sur les années 70 dans la logique des années 70. N'anticipons pas. Pour bien comprendre quelle est la nature du statut que ce personnage se compose à cette époque. Ce qui paye politiquement pour lui, c'est de s'appuyer sur la paysannerie. Mais la paysannerie a été massacrée. Une seconde, elle a été massacrée dans les années 60. C'est-à-dire la révolution agraire, entre nous maintenant en termes d'analyse de sociologie rurale, de sociologie économique, mais la révolution agraire était en soi une remise en cause, un coup de fouet terrible contre la paysannerie, contre l'organisation traditionnelle de la paysannerie. En quoi la révolution agraire a-t-elle développé ou modernisé la ruralité? En quoi la révolution agraire a-t-elle sauvé le paysan? En quoi a-t-elle nourri